Nous sommes le mardi 1er avril 2025, il est 22 heures. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette édition. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République a procédé aujourd'hui à la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en la personne de M. Abdelkader Hussein Omar, un diplomate chémouni. Également dans l'actualité de ce 22 heures, vers une gouvernance économique et institutionnelle moderne. C'était le thème d'un atelier présidé par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawali. En nouvelle du monde, à la bande du Gaza, au moins 322 enfants ont été tués en 10 jours. C'est ce qu'indique un rapport fait par l'UNICEF. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Passons au développement de l'actualité où le président de la République, chef de gouvernement, M. Ismaël Marguelé, a procédé aujourd'hui à la nomination d'un nouveau membre de son gouvernement. Il a à cet effet, donc, par décret présidentiel nommé, datant du 1er avril, M. Abdelkader Hussein Omar, au poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, en remplacement numérique de M. Mahmoud Ali Youssouf. Pour plus d'explications, suivant la déclaration officielle faite ce matin, donc mardi, au Palais de la République par le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdullahi. Bismillahirrahmanirrahim. En ce mardi 1er avril 2025, Son Excellence, M. Ismaël Marguelé, président de la République, chef du gouvernement, a signé le décret numéro 2025-082-PR du 01 avril 2025 portant nomination d'un membre du gouvernement. Ainsi, en son article 1, M. Abdelkader Hussein Omar est nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Il remplacera ainsi son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, qui donc aujourd'hui préside à la Commission de l'Union africaine. En son article 2, le présent décret est immédiatement exécutoire et prendra donc effet pour compter du 01 avril 2025. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, dressons le portrait de M. Abdelkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Il a remplacé M. Mahmoud Ali Youssouf, actuel président de la Commission de l'Union africaine. Son parcours, le parcours de M. Abdelkader Hussein Omar, sémé de défis et de succès, des salons de l'ONU à Nairobi, en passant par les salles des classes où il a été enseignant français. Le nouveau chef de la diplomatie djiboutienne occupait jusqu'à son entrée actuelle au gouvernement le poste d'ambassadeur de notre pays auprès de l'État de Koweït. La suite de ce portrait avec Samata Saïd. C'est un coup de maître du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui vient de placer M. Abdelkader Hussein Omar sur le devant de la scène diplomatique djiboutienne, en le nommant ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement. Djibouti envoie un message clair, celui d'une volonté de modernité, de rayonnement continental et de dialogue nord-sud. Un profil à l'épreuve des crises forgées dans les coulisses de l'histoire djiboutienne et les négociations internationales, nommé ambassadeur au Koweït en 2021, ambassadeur non résident en Irak et en Jordanie, Abdelkader Hussein Omar n'est pas un inconnu des hautes sphères diplomatiques. Son parcours, semé des défis et des succès, ressemble à une carte d'Afrique, des salons de l'ONU à Nairobi, aux ruelles des Djibouti-villes, en passant par les salles de classe où il a enseigné le français. Il a tissé un réseau aussi large que solide. Fin stratège de l'environnement et de l'humanitaire, il a piloté au Kenya des initiatives majeures pour le PNU et l'ONU Habitat, transformant les débats sur le climat en levier concret pour le développement. Mais son vrai génie réside dans sa capacité à marier pragmatisme et idéal. Consultant pour l'UNICEF sur les enfants vulnérables, négociateur pour le HCR face aux vagues migratoires, il incarne cette diplomatie humaniste qui place l'humain au cœur des enjeux géopolitiques. Il œuvre dans l'ombre pour renforcer les liens intra-africains. Membre influent de l'IGAD, coordinateur du réseau électronique panafricain, il œuvre à faire de Djibouti un carrefour d'échanges plutôt qu'une simple plaque
plaque tournante. Son récent projet sur la gouvernance des petits États miniers en Australie promet de redéfinir la place de Djibouti dans l'économie mondiale. Mais ce qui frappe, c'est son éloquence tactique, fruit de ses doubles diplômes en littérature français et en civilisation arabe, un mélange explosif qui lui permet du dialogue aussi bien avec Paris qu'avec le monde arabe, tout en restant ancré dans les réalités djiboutiennes. Porte-parole du gouvernement, il incarnera aussi la voix de Djibouti. Son défi, faire de Djibouti un modèle de résilience, de progrès, suivant la marche du monde. Désormais, le monde entier écoutera ce diplomate polyglotte dont chaque parole sera scrutée comme un signe des interventions djiboutiennes. Abdelkader Hussein Omar va incarner dorénavant l'ambition de Djibouti. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette nomination d'un nouveau membre du gouvernement où le chef de l'État, chef de gouvernement, chef suprême des armées a procédé aujourd'hui à la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale en remplacement numérique de l'ancien ministre et actuel président de la commission de l'Union africaine. C'était aujourd'hui, mardi 1er avril. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier de 3 jours dédié à la bonne gouvernance des entreprises et établissements publics, présidé par le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Daoualé. Cet événement qui s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de réforme économique et institutionnelle pilotée par le ministère de l'économie sous la houlette de son ministre, organisé par le secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l'État connu dans son acronyme le CPE. Cet atelier a bénéficié d'un soutien technique de l'Agence française de développement et de l'expertise Sodali. L'objectif premier n'est autre que la réforme des pratiques de gestion des entités publiques pour renforcer leur transparence, leur responsabilité et leur efficacité. Et pour plus d'explications, écoutons le directeur de l'AFD, l'Agence française de développement. La réforme des finances publiques, ce n'est pas l'action la plus visible de l'Agence française de développement ici à Djibouti. Ce n'est pas l'action dont on entend le plus parler, très clairement. Cependant, c'est une action qui reste et qui est néanmoins extrêmement importante. Parce qu'elle s'inscrit dans la vision Djibouti 2035, dans laquelle la stratégie de l'AFD s'inscrit pleinement. On a construit cette stratégie ensemble avec le gouvernement de Djibouti, avec le ministère des Finances. Et aussi parce que c'est un sujet qui est transversal. Il appuie les entreprises stratégiques dont vous êtes les dignes représentants aujourd'hui. Et je vous remercie encore une fois de votre présence. Ça montre l'implication et l'engagement dont vous faites preuve sur ces sujets. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Daoualé, a rappelé que Djibouti s'est engagé depuis plusieurs années dans un vaste chantier de modernisation économique et institutionnelle. Et au cœur de cette démarche, a-t-il martelé, figure la réforme de la gouvernance des entreprises et établissements publics. La perspective, en tout cas, à l'avenir, ce que je vois, c'est... Quand on parle de gouvernance, on a tendance, ou bien on parle de redevabilité, l'expression, on l'utilise audit, on prend ces expressions-là un peu autrement à Djibouti. Le CEP doit être vraiment le partenaire privilégié des entreprises publiques. Quelles que soient ses missions, ses objectifs fixés par la réglementation, par le texte de loi et le texte réglementaire, sa démarche doit être vraiment une démarche de partenariat, de travail d'équipe, parce qu'il n'est pas ici question d'apprécier telle ou telle performance immédiatement. C'est de mettre d'abord tous les outils en place, prendre le temps nécessaire pour que la mentalité, le mindset, à tous les niveaux change. Que ce soit au niveau du gouvernement, c'est-à-dire au niveau des ministres et leurs
approche par rapport aux entreprises publiques, mais également par rapport au conseil d'administration. Or, on sait qu'en général, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des moments de changement à tous les niveaux. Et la manière de réagir, le niveau d'agilité de chaque entreprise, de chaque secteur, dépendra de sa survie. Les technologies sont en train de bouleverser tout. Il y a des entreprises qui sont amenées à disparaître dans les périodes à venir. Ce n'est pas des spéculations, c'est des réalités que nous allons vivre. Et donc, le niveau d'adaptabilité de chaque entreprise dépendra maintenant de la manière dont nous allons entreprendre ces changements de cap. Pour moi, c'est cela, mon message. Et notre grand format de ce 22 heures porte sur la réforme de la protection sociale de la Caisse nationale des retraités. Eh bien, celle-ci donc est passée du régime trimestriel à un régime mensuel afin de verser la retraite plus régulière et efficace des pensionnaires. Cette réforme adoptée lors de la 3e séance du Conseil des ministres, puis validée par l'Assemblée nationale à travers 2 lois. Les détails dans cette séquence. La réforme du versement des pensions de retraite marque une avancée majeure dans le système de protection sociale à Djibouti. Après des décennies d'adaptation aux réalités économiques du pays, le gouvernement a pris une décision historique en rétablissant la mensualisation des pensions, un changement attendu et salué par les retraités. Depuis l'indépendance en 1977, le versement des pensions de retraite a suivi l'évolution économique du pays. De 1976 à 1992, les pensions étaient versées mensuellement. Cependant, en raison des contraintes financières, le paiement est devenu trimestriel à partir des années 92, compliquant la gestion du budget des retraités. Aujourd'hui, avec une situation économique stabilisée, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, Ismaël Marguelé, a rétabli la mensualisation des pensions. Adoptée lors de la 3e séance du Conseil des ministres, puis validée par l'Assemblée nationale à travers 2 lois, cette réforme modifie le fonctionnement de l'Office de protection sociale et de la Caisse nationale des retraités afin d'assurer un versement plus régulier et efficace des pensions. Pour rappel, lors de la première séance publique de la première session ordinaire de la 9e législature, les modifications de l'article 81 et 76 des lois relatives à la Caisse nationale des retraités et au régime général des travailleurs salariés, un débat entre les représentants du peuple et les membres du gouvernement a eu lieu. Le ministre du Travail, de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, s'est réjoui du vote à l'unanimité fait à l'Assemblée nationale. Pour sa part, le directeur général par intérim de la CNSS, M. Abdelkader Dini, est revenu sur l'historique de ces réformes et leur impact sur les retraités. Il faut dire que les pensions de retraite gérées par le régime général des retraites a été créé le 31 décembre 1975 et a pris effet à partir du 1er janvier 1976. À l'époque, au commencement, les paiements des pensions étaient mensuels. À partir de 1992, les pensions ont été trimestrialisées parce qu'à l'époque, le régime qu'on avait instauré était un régime très généreux et il fallait les paiements des pensions ont commencé déjà dès le 1er janvier 1976, dès l'instauration du régime. Donc à l'époque, il fallait être déclaré 4 ans et 5 mois et 9 mois à l'ancien CPS et avoir 55 ans d'âge. Donc ce régime a déséquilibré le régime des pensions et il a fallu en 1992 trimestrialiser les pensions. Et
il faut dire qu'à l'époque aussi, les cotisations étaient trimestrielles. Donc, après, en 1997, il y a eu restructuration du régime. Donc, et à l'époque, tous ceux qui avaient moins de 10 ans, ils ont obtenu que le remboursement de la part salariale qu'ils avaient cotisée. Ceux qui avaient 10 ans devaient racheter 5 années qui leur manquaient. Et ceux qui justifiaient des 15 ans ont été considérés comme contributifs. Par la suite, la situation s'est stabilisée et à l'heure actuelle, les pensions sont payées maintenant mensuellement après l'adoption par le Conseil des ministres et sous l'impulsion du président de la République. La CNSS s'est attelée aussi à sa tâche et à l'heure où je vous parle, les pensions de janvier et février sont déjà payées et celui du mois de mars est en cours de paiement. Pilotée par le ministère du Travail et la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS, la réforme a nécessité une adaptation des mécanismes de paiement pour garantir une transition fluide. Grâce à une gestion optimisée, le versement des pensions est désormais plus structuré et efficace. Le conseiller technique principal du ministre du Travail, M. Khadir Omar Khalilé, est également revenu sur cette réforme. Le président de la République, Hadj Ismaël Omar Guelleh, a toujours placé la protection sociale au cœur de son programme de gouvernance. C'est dans cette optique et à l'initiative du président de la République que la réforme de mensualisation des pensions de retraite a été mise en place, visant à améliorer les conditions de vie des retraités. Auparavant, les pensions de retraite se versaient d'une manière trimestrielle, c'est-à-dire une fois tous les 3 mois, ce qui pourrait entraîner des difficultés financières à de nombreux retraités. En instaurant un paiement mensuel, cette initiative répond à plusieurs objectifs. Tout d'abord, à assurer la régularité des revenus et permettre aux retraités de mieux gérer leurs dépenses courantes. Ensuite, améliorer les conditions de vie des retraités en évitant les longues périodes sans revenus qui pourraient entraîner des difficultés à subvenir aux besoins essentiels. Et enfin, à soutenir le pouvoir d'achat. Cette réforme marque une avancée majeure pour la protection sociale en République de Djibouti. Elle reflète la volonté et l'engagement du président de la République à offrir une meilleure vie aux retraités et garantir une retraite digne. Malgré les défis rencontrés grâce aux efforts du ministère du Travail, sous la conduite du ministre M. Omar Abdi Saïd, cette réforme de mensualisation de la retraite a pu être concrétisée avec des solutions adaptées aux réalités locales. L'adhésion unanime des députés lors des votes, y compris ceux de l'opposition, lors des votes de cette loi à l'Assemblée nationale, témoigne de son caractère fondamental et son importance autant que cause d'intérêt général. Cette réforme marque un tournant essentiel dans la vie des retraités djiboutiens et témoigne de la volonté du gouvernement de bâtir un système de protection sociale plus inclusif et plus solidaire. La mensualisation des pensions s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du système de protection sociale initiée par le président Guelleh. En effet, elle reflète une volonté politique forte, accompagner les retraités de manière adaptée aux exigences contemporaines. Cette avancée majeure renforce la dignité des retraités et contribue à bâtir une société équitable, plus juste et inclusive.
En bref et en image avec cette immersion unique pour découvrir l'univers du navire français, le Charles de Gaulle. Lors de cette journée, des journalistes ont eu l'opportunité de visiter plusieurs zones stratégiques de ce porte-avions, notamment le pont d'envol, le hangar, les installations de maintenance et les quartiers des équipages. Cette visite des journalistes s'inscrit dans le cadre de l'engagement constant de la Marine nationale à promouvoir la transparence sur ses activités. Ils ont eu également la chance de rencontrer des officiers et des personnels navigants à bord de ce colosse, le Charles de Gaulle, qui assure le bon fonctionnement de ce navire emblématique. Au-delà d'une simple visite, ces journalistes issus des différents médias ont pu échanger directement avec les membres d'équipage pour mieux comprendre les quotidiens des hommes et des femmes que compose le personnel de ce port d'avion, ce navire de guerre, le fameux Charles de Gaulle. Des étudiants également ont pu voir de près ce porte-avions français, le Charles de Gaulle, issu de l'Université de Djibouti. Les étudiants ont pu également échanger avec les personnels navigants du porte-avions Charles de Gaulle. La visite de ces étudiants de l'université, de la faculté de sciences plus précisément, s'inscrit dans une démarche de renforcement des liens éducatifs, ce qui a permis donc à ces étudiants de découvrir les enjeux et les spécificités que propose ce navire français. On a eu l'honneur d'être reçus par l'armée française pour visiter leur porte-avions Charles de Gaulle. C'était une expérience très enrichissante. Nous avons appris plein de choses. Voir la puissance militaire des autres pays, c'est pas forcément de notre domaine, mais on a beaucoup appris. On les remercie pour leur hospitalité. La doyenne de la faculté de sciences est également exprimée. Voici ses propos. Nous avons eu l'immense honneur de visiter aujourd'hui le porte-avions Charles de Gaulle et on nous a fait le plaisir de nous inviter avec des étudiants de la faculté des sciences. C'était vraiment très enrichissant, notamment pour les étudiants, pour certains d'entre eux et pour moi-même. C'était la première fois qu'on embarquait sur un porte-avions de cette taille. Et donc on a fait la visite du pont d'embarquement, on a visité le hangar, la salle de commandement. Et c'était vraiment très impressionnant parce qu'on a appris qu'il y avait plus de 1800 personnes qui vivaient sur ce bateau en permanence. Donc c'est vraiment un petit village ou une petite ville qui vit ici. Et tout est organisé d'une façon vraiment très ingénieuse et on se rend compte qu'il y a une très très grande organisation. Vraiment, c'est très admirable. Et on est ravis, on remercie Madame l'ambassadrice de France qui nous a invités, également le commandement du porte-avions Charles de Gaulle. Merci à tous et puis surtout l'équipe qui nous a si chaleureusement accueillis et fait la présentation, qui nous a accompagnés pendant 2 heures pour nous faire découvrir vraiment ce fleuron de la marine, de l'aéronavale française. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette saisie importante des produits de stupéfiants, saisie faite par les éléments de la gendarmerie nationale ou dans le cadre de leur dispositif de sécurité mis en place à l'occasion des festivités de l'Aïd al-Fitr. Les hommes de la gendarmerie ont mené avec succès 2 opérations concomitantes qui ont permis la saisie d'une quantité importante de stupéfiants. La première opération réalisée par les gendarmes de l'escadron de sécurité routière lors d'une patrouille de routine dans le secteur de Khalilé. Un camion poids lourd a été contrôlé au barrage. Après avoir intercepté ce véhicule, une fouille minutieuse a permis de découvrir un importateur présumé d'herbe de cannabis caché dans le ben du camion. En procédant à la fouille de sa personne, les gendarmes ont saisi 2,1 kg d'herbe de cannabis. L'individu a été immédiatement placé en garde à vue et conduit à la section de recherche et de documentation. La seconde opération menée par la brigade de Djibouti Nord suite à des informations faisant état à un dépôt d'herbe de cannabis fraîchement importé dans le secteur du Oran. Cette descente a été organisée et a conduit à la saisie de 101 tasses d'herbe de cannabis pour un poids total de 14,7 kg. L'importateur de ces produits a été également placé en garde à vue à la
et SRD. L'enquête a révélé que cette marchandise faisait partie d'un approvisionnement destiné à alimenter les festivités de l'Aïd al-Fitr. À l'issue des investigations, les auteurs présumés ont été déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Ces deux opérations démontrent l'engagement constant de la gendarmerie nationale dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et de la protection de la société. L'une de trois sous-préfectures de la région de l'Unité, en l'occurrence Mouloud, a célébré l'Aïd al-Fitr dans la liesse. Le comité de développement de la localité de Mouloud, la plus grande de ces trois sous-préfectures que compte la région de l'Unité d'Ikil, a vu sa population célébrer avec faste et gaieté l'Aïd al-Fitr ce dimanche. Et ces images, des images qui font la fierté de la nation djiboutienne, qui a offert donc aux enfants de la bande de Gaza des vêtements de l'Aïd pour ces enfants. Dans un élan de solidarité et de fraternité, notre pays a redonné les sourires à plus de 100 enfants à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Une initiative du nom de vêtements de l'Aïd, mise en œuvre dans la nuit du 27 de Ramadan grâce à un financement du peuple djiboutien. Une action humanitaire qui a permis à des garçons et des filles de bas âge de célébrer avec dignité la fête musulmane de l'Aïd al-Fitr. Une initiative qui s'inscrit dans des séries d'actions caritatives entreprises tout au long du mois béni de Ramadan par les bienfaiteurs de notre pays. Parmi ces actions, l'on compte également un iftar collectif qui a été organisé le 13 de Ramadan à Khan Younes, toujours offrant un repas à plus de 300 personnes. Dans la bande de Gaza, en Nouvelle du Monde, au moins 322 enfants ont péri en 10 jours, selon un rapport de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et 609 autres ont été blessés en raison de la reprise par l'armée sioniste de sa guerre génocidaire perpétrée sur la bande de Gaza. Voilà pour l'essentiel de ces 22 heures. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.